Il y a quelque chose que presque personne ne veut admettre à voix haute, quelque chose que les agences spatiales glissent discrètement dans leurs rapports techniques sans jamais vraiment te regarder dans les yeux pour les dire. À lire sur Mars, c'est relativement facile. Revenir, c'est une autre histoire. Une histoire que la physique, froide et implacable, comme le vide entre les étoiles, raconte d'une manière qui devrait te couper le souffle ce soir. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi cette vérité change absolument tout. Non seulement pour les astronautes qui rêvent de fouler le sol rouge, mais pour toi, pour ton fils, pour l'espèce entière. Attends, avant d'aller plus loin. Il faut qu'on ouvre quelque chose ensemble, quelque chose de plus grand que le problème du retour depuis Mars, parce que derrière cette question technique se cache une vérité cosmique que Feynman portait comme une brûlure dans la poitrine chaque fois qu'il levait les yeux vers le ciel. Mais avant même d'expliquer cette vérité, il faut d'abord comprendre pourquoi l'humanité est l'objet le plus fragile et le plus stupéfiant que l'univers ait jamais produit. Et pour comprendre ça, il faut d'abord sentir ce que c'est que de se tenir debout sous les étoiles un soir d'été clair. Imagine une nuit sans nuages, loin des lumières de la ville, peut-être dans un champ, peut-être sur une colline de pierres sèches qui garde encore la chaleur du jour sous tes semelles. L'air a cette odeur d'herbe froide et de poussière, légèrement métallique, le genre d'odeur qui te rappelle que la terre est une chose vivante qui respire sous toi. Tu lèves la tête, le ciel est absurde, il y a trop d'étoiles. Tellement que ta cervelle, cette petite merveille d'évolution qui a mis 4 milliards d'années à se construire, refuse d'en saisir la quantité. Tu ressens quelque chose dans la poitrine, pas de la joie exactement, plutôt un vertige, une pression douce mais insistante, comme si le cosmos te posait une question à laquelle tu n'as pas encore de réponse. C'est exactement là que Feynman voulait que tu sois. Dans ce frisson, dans cette confusion magnifique, parce que c'est à cet endroit précis, entre la peur et l'émerveillement, que la vraie science commence. Non pas dans les laboratoires aseptisés, non pas dans les manuels aux formules sèches, mais là, debout sous l'infini, le cœur qui bat un peu trop vite et les mains qui ne savent plus où se mettre. Et si cette nuit-là, quelqu'un à côté de toi te demandait « Tu sais combien d'étoiles tu regardes en ce moment? Il y en a environ 5000 visibles à l'œil nu depuis la Terre. 5000. Ce chiffre semble grand, non? Sauf que notre seule galaxie, la Voie lactée, contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et l'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. 2000 milliards. Si tu essayes d'écrire ce nombre en entier, tu vas remplir plusieurs lignes de ceros et ton cerveau va simplement refuser de le traiter comme une réalité. C'est normal. Ce n'est pas un défaut de ton intelligence. C'est juste que l'univers est obscènement plus grand que tout ce pourquoi ton cerveau a été conçu. Et voilà précisément pourquoi Feynman riait. Pas d'un rire moqueur. Non, d'un rire de pure délectation, le rire de quelqu'un qui vient de trouver que le puzzle est infiniment plus grand qu'il ne le croyait et qui trouve ça magnifique, plutôt qu'accablant. Il disait « Je préfère avoir des questions sans réponse que des réponses sans questions. » Et cette nuit sous les étoiles, c'est exactement ça. Une question vivante, une question qui respire. Bon, si tu es encore là et que ce vertige cosmique commence à te faire quelque chose dans le ventre, fais une chose simple, abonne-toi. Pas parce que l'algorithme a besoin d'être nourri comme un trou noir insatiable, même si c'est aussi un peu vrai. Mais parce que si ces questions t'allument quelque chose dans la tête, il y en a d'autres qui t'attendent ici. Des questions sur la mécanique quantique, sur le temps, sur les trous noirs, sur la vie ailleurs, sur ce que Feynman appelait le plaisir de découvrir. Et laisse un commentaire. Dis-nous si tu pouvais poser une seule question à l'univers et être certaine d'obtenir une réponse, laquelle ce serait? On veut savoir, vraiment. Maintenant, revenons à Mars, parce que Mars, c'est là que la physique commence à montrer les dents. Et il faut être honnête, d'une honnêteté qui fait un peu mal, sur ce que signifie vraiment envoyer des êtres humains sur la planète rouge. Feynman avait cette habitude, cette merveilleuse et parfois inconfortable habitude, de regarder les problèmes directement, sans les embellir, sans les minimiser, sans se cacher derrière les espoirs ou les relations. Public, il disait, pour une bonne compréhension du monde, il faut voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Alors voilà les choses telles qu'elles sont. La distance entre la Terre et Mars varie considérablement selon la position des deux planètes dans leur orbite. Au plus proche, ce qu'on appelle l'opposition, elles sont séparées d'environ 55 millions de kilomètres.
Au plus loin, presque 400 millions de kilomètres. Avec la technologie actuelle, on voyage vers Mars, print entre 6 et 9 mois. 6 à 9 mois dans une boîte de métal, dans le vide absolu de l'espace, exposé à des radiations cosmiques galactiques qui traversent les parois du vaisseau comme si elles n'existaient pas. Et là, on touche le premier problème. Le premier os que la physique te coince en travers de la gorge, les radiations. Écoute, écoute attentivement. Sur Terre, nous sommes protégés par deux boucliers extraordinaires. La magnétosphère, ce champ magnétique généré par le noyau liquide de fer en rotation de notre planète, et l'atmosphère, cette couche de gaz qui absorbe et dévie les particules énergétiques. En dehors de ce bouclier, dans l'espace interplanétaire, tu es nu, complètement nu face au bombardement de particules chargées qui viennent du Soleil et de l'espace profond. Pendant un voyage de 6 mois vers Mars, un astronaute reçoit une dose de radiation équivalente à environ 300 millisieverts. Pour donner une échelle, la limite annuelle pour un travailleur du nucléaire sur Terre est de 50 millisieverts. Un scanner thoracique représente environ 10 millisieverts. Le voyage vers Mars, à l'air simple, te donnait l'équivalent de 6 ans de travail dans une centrale nucléaire en 6 mois. Et le voyage retour, si jamais il y en a un, double la dose. Mais attends, parce que les radiations, ce n'est que les débuts. Il y a quelque chose de plus insidieux, de plus profond, quelque chose qui touche à la biologie fondamentale de ce que tu es. Et pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre quelque chose sur les muscles, les os et la gravité. Ce sera le deuxième fil de notre conversation, un fil qu'on ne peut pas refermer tout de suite. La gravité de Mars est environ 38% de celle de la Terre. 38%, cela signifie que si tu pèses 70 kg ici, sur Mars, tu en pèses 26. Et ton corps, cette machine extraordinairement adaptable mais aussi extraordinairement capricieuse, ne sait pas quoi faire de ça. Après 6 mois dans l'espace en apesanteur, tes muscles ont fondu. Pas métaphoriquement, littéralement. Les astronautes qui reviennent de la Station spatiale internationale après 6 mois ont perdu jusqu'à 20% de leur masse musculaire malgré des exercices quotidiens intenses. 2 heures par jour sur des appareils spécialement conçus pour résister à l'absence de gravité. Leurs os ont perdu de la densité. Leur système cardiovasculaire a changé de forme. Le cœur devient plus sphérique parce qu'il n'a plus besoin de pomper le sang contre la gravité. Et leur vision se dégrade. Le liquide céphalorachidien sans gravité pour le répartir normalement appuie contre les yeux et aplatit le globe oculaire. Certains astronautes reviennent avec des problèmes de vue permanents. Maintenant, imagine ces mêmes astronautes arrivant sur Mars après 6 ou 9 mois dans cet état. Ils doivent sortir, ils doivent travailler, ils doivent construire, explorer, survivre. Dans des combinaisons spatiales qui pèsent des dizaines de kilogrammes sur Terre et qui sont rigides, inconfortables, constamment sous pression pour maintenir une atmosphère artificielle contre un environnement martien dont la pression atmosphérique est moins d'1% de celle de la Terre. L'atmosphère de Mars est composée à 95% de dioxyde de carbone. Respirer l'air martien sans protection tuerait un être humain en quelques secondes. Pas en quelques minutes, en quelques secondes. Le sang bouillonnerait dans les veines à cause de la dépressurisation. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique. Et là précisément, on touche au cœur du problème du retour. Parce que pour rentrer de Mars, il ne suffit pas de monter dans un vaisseau. Il faut d'abord fabriquer le carburant nécessaire pour décoller de la surface martienne. Oui, tu as bien lu. Les missions actuellement envisagées, y compris les plans les plus sérieux, ceux de la NASA et ceux de SpaceX, prévoient de ne pas transporter le carburant de retour depuis la Terre. Ce serait physiquement impossible. L'équation de Tsiolkovsky, une formule magnifiquement brutale qui gouverne toute la propulsion des fusées, te dit que la quantité de carburant nécessaire pour un voyage croît exponentiellement avec la masse du vaisseau. Si tu ajoutes le carburant de retour au vaisseau qui part de la Terre, tu as besoin de plus de carburant pour lancer ce carburant supplémentaire, et donc encore plus de carburant pour lancer ce carburant-là, et ainsi de suite dans une spirale qui rend la mission économiquement et physiquement absurde. La solution envisagée s'appelle ISRU, production de ressources in situ. L'idée est d'utiliser l'atmosphère martienne, ce dioxyde de carbone omniprésent pour fabriquer du méthane et de l'oxygène en combinant le CO2 avec de l'hydrogène extrait de la glace d'eau martienne. La réaction s'appelle le processus Sabatier. CH4 plus 2O2, sorte de CO2
plus 2 H2SO. C'est de la chimie élégante. Feynman aurait adoré ça. Simple, ingénieux et fondé sur des principes que n'importe quel lycéen peut comprendre une fois qu'on lui explique correctement. Mais voilà le problème. Cette usine chimique doit être envoyée sur Mars en avance, plusieurs années avant les astronautes, et elle doit fonctionner parfaitement dans un environnement où les tempêtes de poussière peuvent durer des mois, où les températures descendent à moins 120 degrés Celsius la nuit, où les panneaux solaires voient leur efficacité réduite à un tiers de ce qu'ils produiraient sur Terre. Et elle doit produire suffisamment de carburant pour remplir les réservoirs d'un vaisseau de retour avant que les astronautes arrivent. Et si elle tombe en panne, si elle produit insuffisamment, si la glace d'eau est moins accessible que prévu dans la région choisie pour l'atterrissage, alors les astronautes arrivent sur Mars et ils ne peuvent pas repartir. Point. C'est la définition même d'un alire simple et involontaire. Et maintenant, il faut qu'on parle de quelque chose que beaucoup de gens préfèrent ne pas regarder en face. Quelque chose qui dépasse le problème technique de Mars et qui touche à la survie de l'espèce entière. Quelque chose que Feynman aurait dit avec ce sourire en coin qui signifiait « Tu pensais que c'est grave, attends de voir la suite. Voici la vérité. Voici la vérité nouée et froide comme l'espace entre les galaxies. La Terre est condamnée, pas demain, pas dans 5 ans, mais condamnée avec la certitude mathématique d'une équation différentielle qui ne laisse aucune variable inconnue. Notre Soleil, cette boule de plasma de 1,4 million de kilomètres de diamètre qui brûle 500 millions de tonnes d'hydrogène par seconde, est une étoile de séquence principale de type G2. Elle a environ 4,6 milliards d'années. Sa durée de vie totale sur la séquence principale est d'environ 10 milliards d'années, ce qui signifie qu'il lui reste environ 5 milliards d'années avant de commencer à gonfler un géante rouge engloutissant Mercure, Vénus et très probablement la Terre dans un embrasement qui fera apparaître une explosion nucléaire comme une bougie d'anniversaire. 5 milliards d'années. C'est si loin que ça semble ne pas avoir d'importance, non. Sauf que ce n'est pas la seule menace. Non, il y a les astéroïdes. Il y en a environ 20 000 dont les orbites croisent celles de la Terre. 20 000, la majorité sont petits, relativement inoffensifs à l'échelle civilisationnelle. Mais certains sont suffisamment grands pour effacer une civilisation entière en quelques heures. L'impacteur qui a mis fin au règne des dinosaures il y a 66 millions d'années mesurait environ 10 km de diamètre. Il a libéré une énergie équivalente à plusieurs milliards de bombes nucléaires. Il a déclenché un univers d'impact qui a duré des années, tué les plantes, coupé la chaîne alimentaire depuis la base, éteint 75% des espèces vivantes. Et nous, Homo sapiens, nous sommes là depuis environ 300 000 ans, depuis 300 millénaires à peine. À l'échelle cosmique, nous sommes une espèce qui vient de naître. Un nouveau-né qui joue dans une route où passent des camions de 20 tonnes, en espérant ne pas se faire renverser. Et ce n'est pas tout. Voilà la partie qui devrait vraiment te faire perdre le sommeil ce soir. La partie qui fait de la question du voyage vers Mars non pas un luxe des milliardaires ou un projet de prestige national, mais une question de survie existentielle de l'espèce. Feynman le disait avec cette clarté implacable qui était sa marque de fabrique. Une civilisation qui met tous ses œufs dans le même panier, dans un seul monde, joue à la roulette russe avec l'extinction. Et l'univers n'attend pas. L'univers ne s'adapte pas à nos calendriers politiques ou à nos cycles électoraux. Mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant que les astéroïdes ou la mort du Soleil. Quelque chose qui devrait nous sentir plus que n'importe quelle catastrophe physique, parce que c'est une question qui concerne notre place dans le cosmos d'une manière bien plus profonde. C'est la paradoxe de Fermi. Et avant d'expliquer ce qu'elle est vraiment, il faut d'abord finir de comprendre le problème de retour depuis Mars, parce que ces deux fils sont liés d'une façon qui va te surprendre. Reste là. Reste, parce que ce nœud central, quand il s'est dénoue, change la façon dont tu vois tout le reste. Revenons à l'équation. Au problème du carburant, au problème des radiations, au problème des muscles et des os. Ces problèmes sont réels, ils sont sérieux, mais ils ne sont pas insurmontables. Et c'est là que Feynman se serait levé de sa chaise, aurait peut-être tapoté son bureau avec ce rythme de bongo imaginaire qui lui était propre et aurait dit « Voilà le moment intéressant. Voilà où la physique devient poésie. Parce que chaque problème que nous venons de décrire a une solution potentielle. Pas garantie, pas simple, mais réelle, fondée sur des principes physiques que nous comprenons.
Et comprendre ces solutions, c'est comprendre pourquoi l'humanité n'est pas condamnée, pourquoi Mars n'est pas une prison planétaire, pourquoi l'histoire ne s'arrête pas là. Commençons par les radiations. La protection contre les rayonnements cosmiques dans l'espace interplanétaire repose sur deux approches fondamentales. La première est le blindage passif. Entourer les quartiers de vie de l'équipage de matériaux qui absorbent les particules. L'eau est extraordinairement efficace pour ça. L'hydrogène, le plus léger des éléments, avec un seul proton dans son noyau, est particulièrement bon pour stopper les protons de haute énergie des rayonnements cosmiques. Une moure de 50 cm d'eau peut réduire significativement la dose reçue. Et un vaisseau qui transporte de l'eau pour la consommation et la production de carburant par électrolyse, séparant l'hydrogène de l'oxygène, peut utiliser cette même eau comme bouclier en entourant les espaces habitables. Pratique, élégant, feynmanien dans l'âme. La deuxième approche est plus radicale et plus fascinante. Les blindages actifs. Créer un champ magnétique artificiel autour du vaisseau, à l'image de la magnétosphère terrestre, pour dévier les particules chargées avant qu'elles atteignent la coque. Des supraconducteurs refroidis à des températures proches du zéro absolu pourraient générer des champs magnétiques suffisamment puissants pour créer une boule protectrice. C'est technologiquement ambitieux. Nous ne sommes pas encore là, mais les principes physiques sont solides. L'Europe, la NASA et le Japon travaillent sur des prototypes. Il ne s'agit pas de science-fiction. Il s'agit d'ingénierie difficile, ce qui est différent. Pour les muscles et les os, la solution passe par deux voies. La première est l'exercice augmenté par des vêtements de résistance. Des combinaisons qui créent une pression constante sur le corps, forçant les muscles à travailler même au repos, simulant une partie des effets de la gravité. Des prototypes existent, ils sont inconfortables, ils s'amélioreraient. La deuxième voie est pharmacologique, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Des médicaments qui inhibent les myostatines, les protéines qui régulent la croissance musculaire, pourraient ralentir ou stopper l'atrophie musculaire et microgravité. Des recherches sur des souris exposées à l'apaisanteur ont montré des résultats prometteurs. Et la médecine spatiale progresse à une vitesse qui aurait étonné Feynman lui-même, qui savait que la biologie était la prochaine grande frontière de la physique. Mais le problème le plus difficile, le plus fondamental, celui qui est au cœur de la question du retour depuis Mars, c'est le carburant. Et ici, il faut parler d'une technologie qui pourrait tout changer. Pas dans un siècle, peut-être dans les 30 prochaines années. La propulsion nucléaire thermique. L'idée est simple, comme toutes les grandes des idées. Au lieu de brûler du carburant chimique pour produire de la chaleur et des gaz propulseurs, tu utilises un réacteur nucléaire pour chauffer un propulseur, typiquement de l'hydrogène liquide, à des températures bien plus élevées que n'importe quelle réaction chimique ne peut l'atteindre. L'hydrogène chauffé s'expulse par la tuyère à une vitesse d'éjection 2 fois supérieure à celle d'un moteur fusée chimique classique, ce qu'on appelle l'impulsion spécifique double presque. Ce qui signifie que pour la même quantité de carburant, tu vas 2 fois plus vite. Ou plutôt, tu as besoin de 2 fois moins de carburant pour la même mission. Réduire de moitié la masse de carburant nécessaire transforme complètement l'équation de Tsiolkovsky. Ce qui était absurde devient possible. Ce qui était possible devient pratique. Les États-Unis ont testé des moteurs de propulsion nucléaire thermique dans les années 60 dans le cadre du programme NERVA. Ils ont fonctionné, ils ont délivré les performances attendues. Le programme a été annulé non pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons politiques et budgétaires à la fin de l'ère Apollo, quand l'enthousiasme politique pour l'espace s'est évaporé plus vite que le méthane, liquide sous le soleil de Floride. Aujourd'hui, la NASA et DARPA ont relancé le développement de moteurs nucléaires thermiques. Des tests en vol sont planifiés pour les prochaines années. Ce n'est plus de l'histoire ancienne, c'est de l'actualité. Avec la propulsion nucléaire thermique, un voyage Terre-Mars pourrait être réduit à 3 ou 4 mois au lieu de 6 à 9. 3 ou 4 mois, cela divise par 2 la dose de radiation reçue pendant le transit. Cela réduit considérablement la dégradation musculaire et osseuse. Et surtout, cela rend le retour depuis Mars nettement plus réalisable d'un point de vue énergétique. Et si on allait encore plus loin, si on pensait non pas à la prochaine mission habitée, mais à ce que Feynman appelait la vraie question, la question derrière la question. Est-ce que l'humanité peut un jour voyager entre les étoiles? Ah, voilà où on entre dans les eaux profondes. Voilà où même les physiciens les plus sobres se penchent en avant sur leur chaise avec quelque chose qui ressemble à de l'excitation enfantine.
L'étoile la plus proche de notre Soleil est Proxima Centauri, à 4,24 années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an, à 300 000 km par seconde. Cela donne environ 9,5 000 milliards de kilomètres. Multiplie par 4,24, tu obtiens environ 40 000 milliards de kilomètres. Avec notre fusée la plus rapide actuellement, la sonde New Horizons qui voyage à environ 58 000 km par heure, le voyage jusqu'à Proxima Centauri prendrait environ 77 000 ans, 77 000 ans. L'espèce humaine moderne n'existe que depuis 300 000 ans. Aller à l'étoile voisine avec notre technologie actuelle prendrait un quart de toute l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi les étoiles semblent hors de portée. Voilà pourquoi beaucoup de gens haussent les épaules et disent « Les voyages interstellaires, c'est de la science-fiction, impossible, impraticable. » Non, non, non. Feynman haïssait cette réponse. Il la trouvait intellectuellement paresseuse. « Ce n'est pas impossible, disait-il en substance, c'est juste difficile. » Et la différence entre impossible et difficile, c'est souvent une question de siècle, pas d'éternité. Voici les voies sérieuses, les voies fondées sur de la physique réelle, que les scientifiques explorent pour les voyages interstellaires. La première est la voile solaire ou voile laser. Le projet Breakthrough Starshot, soutenu par Yuri Milner et Stephen Hawking avant sa mort, propose d'envoyer des nanosatellites de quelques grammes sur une voile de quelques mètres carrés, poussée par un faisceau laser au sol d'une puissance de 100 gigawatts. En concentrant toute cette énergie sur une voile ultra fine et ultra légère, on pourrait théoriquement accélérer la sonde jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le voyage jusqu'à Proxima Centauri prendrait 20 ans. 20 ans, c'est dans la durée d'une vie humaine. C'est réel, c'est physiquement cohérent. Les défis d'ingénierie sont colossaux, mais la physique ne l'interdit pas. La deuxième voie est la propulsion par fusion nucléaire. Si nous maîtrisons la fusion, la même réaction qui fait briller le Soleil, nous aurions accès à une source d'énergie dont la densité dépasse celle du carburant chimique d'un facteur d'environ 10 millions. 10 millions! Avec de la fusion, un vaisseau pourrait atteindre des pourcentages significatifs de la vitesse de la lumière. Des concepts comme le moteur Daedalus, étudiés sérieusement par la British Interplanetary Society dans les années 70, proposait d'atteindre 12% de la vitesse de la lumière en utilisant la fusion de deutérium et d'hélium-3. Un voyage vers Proxima Centauri entraîne 600. La génération qui part ne revient peut-être pas, mais leurs enfants, nés dans le vaisseau, pourraient y arriver. Et ici précisément, la question de la vie extraterrestre entrait dans la danse. Parce que si des voyages interstellaires sont physiquement possibles, même difficiles, même lents, même coûteux en vie et en génération, alors pourquoi est-ce que nous ne détectons aucun signe d'une civilisation qui aurait fait ce voyage avant nous? Voilà la paradoxe de Fermi, ce fil qu'on avait laissé ouvert. Il est temps de le regarder en face. En 1950, le physicien Enrico Fermi déjeunait avec des collègues à Los Alamos et la conversation porta sur les extraterrestres et les ovnis. Fermi, avec cette directness brutale qui caractérisait les grands physiciens de sa génération, posa une question simple. Mais où sont-ils alors? C'est ça la paradoxe de Fermi. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. La Voie lactée a environ 10 milliards d'années. Des étoiles similaires au Soleil existent depuis des milliards d'années avant lui. Si de la vie intelligente est apparue sur l'une d'elles, il y a même 1 milliard d'années. Et si cette vie a développé une technologie de voyage spatial, même lente, même à 1% de la vitesse de la lumière, cette civilisation aurait eu le temps de coloniser toute la galaxie des dizaines de fois, même en prenant des millions d'années pour sauter d'étoile en étoile. En un milliard d'années, une civilisation spatiale pourrait atteindre chaque coin de la Voie lactée. Alors, où sont-ils? Nous ne détectons rien. Pas de signaux radio, pas de mégastructures, pas de visites documentées. Le silence est absolu, absolu. Il y a plusieurs familles de réponses à cette question. La première famille dit « Il existe, mais nous ne savons pas les écouter. Nous cherchons des signaux radio depuis les années 60 avec le programme SETI. » Mais peut-être que des civilisations avancées n'utilisent plus les ondes radio depuis longtemps de la même façon que nous n'utilisons plus les signaux de fumée pour communiquer. Peut-être qu'elles utilisent des modes de communication que nous ne savons pas même concevoir. Les neutrinos, les ondes gravitationnelles.
démodulation de la matière noire. La physique n'interdit aucune de ces possibilités. La deuxième famille de réponses est plus sombre et plus perturbante. Elle s'appelle le grand filtre. L'idée est que quelque part dans le chemin qui mène d'une planète rocheuse à une civilisation interstellaire, il y a une barrière, un filtre, un obstacle si difficile à franchir que presque aucune espèce ne le passe. La question cruciale est de savoir si ces grands filtres est derrière nous ou devant nous. Si le grand filtre est derrière nous, si la transition de la chimie inorganique à la vie, ou de la vie unicellulaire à la vie multicellulaire, ou de la vie animale à l'intelligence, est quelque chose d'extraordinairement rare, alors nous sommes peut-être les seuls ou parmi les rarissimes à l'avoir franchi. C'est rassurant d'une certaine façon. Cela signifie que nous sommes peut-être seuls, mais en sécurité pour l'avenir. Si le grand filtre est devant nous, en revanche, si toutes les civilisations intelligentes atteignent un stade similaire au nôtre et ensuite disparaissent avant de devenir interstellaires, alors le silence du cosmos est un avertissement glacial, un avertissement qui dit « Regardez ce qui vous attend, regardez ce à quoi vous ne survivrez peut-être pas, la guerre nucléaire, le changement climatique, les pandémies, l'intelligence artificielle incontrôlée, les nanotechnologies, des risques que nous ne savons même pas encore nommer. » Feynman ne s'est prononcé pas avec certitude sur la paradoxe de Fermi. Ce n'était pas dans sa nature, mais il aurait dit que la question elle-même est précieuse, infiniment précieuse, parce qu'elle nous force à penser à notre propre fragilité d'une façon que rien d'autre ne permet. Elle nous force à nous demander, sommes-nous en train de construire le grand filtre nous-mêmes, brique par brique, avec chaque décision de ne pas investir dans la science, de ne pas chercher à comprendre les lois de la nature, de ne pas développer la technologie qui pourrait nous séminer au-delà de cette planète unique. Et là on arrive à la révélation que tout ce raisonnement portait en lui depuis le début. La raison pour laquelle la question du retour depuis Mars n'est pas une question d'ingénierie. C'est une question de philosophie. C'est une question sur ce que nous choisissons d'évaluer en tant qu'espèce, sur ce que nous choisissons de protéger. Feynman avait une conviction profonde, une conviction qu'il exprimait avec cette intensité tranquille qui était plus persuasive que n'importe quel cri. Il disait que l'ignorance n'est pas une option neutre, que choisir de ne pas savoir, de ne pas chercher, de ne pas comprendre les lois qui gouvernent l'univers dans lequel tu vis, c'est une forme de suicide lent. Pas individuel, collectif, civilisationnel. Parce que chaque fois qu'une société coupe les budgets de la recherche fondamentale, chaque fois qu'elle décide que l'exploration spatiale est un luxe inaccessible, chaque fois qu'elle laisse la peur et l'ignorance gouverner ses choix technologiques, elle se rapproche d'un cran de ces grands filtres. Elle rend un peu plus probable le silence éternel que nous n'entendrons jamais parce que nous n'existerons plus pour le percevoir. Voilà pourquoi il est impossible de revenir de Mars dans un sens. Pas physiquement, pas pour toujours, mais dans le sens où une fois que tu comprends vraiment ce que représente ce voyage, une fois que tu mesures ce qu'il faut de courage, des sciences, des connaissances accumulées sur des générations pour envoyer des êtres humains sur une autre planète et les ramener vivants, tu ne peux plus revenir à l'indifférence. Tu ne peux plus hausser les épaules sur la physique, sur l'astronomie, sur la biologie spatiale, sur la recherche fondamentale, comme si c'était des activités de luxe réservées à des gens brillants dans des tours d'ivoire, parce que ce sont les activités dont dépend la survie de tout ce que nous avons jamais créé, aimé, chanté, écrit, construit, imaginé. La cathédrale de Notre-Dame, la 5e symphonie de Beethoven, les poèmes de Rimbaud, les théorèmes de Galois, les rires de tes enfants, tout ça est embarqué sur ce vaisseau bleu et fragile qu'on appelle la Terre, et l'univers ne lui garantit aucune protection particulière. Mais voici la chose magnifique, la chose que Feynman voulait que tu gardes avec toi après chaque leçon, après chaque conversation, après chaque nuit passée à regarder les étoiles avec ce vertige dans la poitrine. Nous ne sommes pas impuissants. Non, non, du tout. Nous sommes l'espèce qui a compris la structure de l'atome, qui a prédit les ondes gravitationnelles 5 ans avant de pouvoir les détecter, qui a envoyé des sondes hors du système solaire, qui a photographié des trous noirs à 55 millions d'années-lumière. Nous sommes l'espèce qui a décodé l'ADN, qui a développé des vaccins en moins d'1 an, qui a construit une station spatiale et y a maintenu une présence humaine continue depuis l'an 2000. 24 ans de présence humaine ininterrompue dans l'espace. Nous avons les outils, nous avons les principes.
Nous avons les lois de la physique qui ne changent pas, qui ne mentent pas, qui ne se laissent pas corrompre par des intérêts politiques ou économiques. La gravité est la gravité. La thermodynamique est la thermodynamique. L'équation de Tsiolkovsky est l'équation de Tsiolkovsky. Ces lois sont notre boussole dans l'obscurité cosmique. Et comprendre ces lois, même grossièrement, même imparfaitement, même avec les mots simples d'une conversation entre amis autour d'un café ou avec des bongos symphons sonorés comme Feynman l'aurait préféré, c'est déjà un acte de résistance contre le grand filtre. C'est déjà prendre position dans l'histoire de l'espèce. C'est déjà décider que tu feras partie de la génération qui a choisi de regarder l'horizon plutôt que ses pieds. Alors voilà ce que Feynman dirait ce soir si tu lui posais la question directement, si tu lui demandais, les yeux dans les yeux, est-ce qu'on peut vraiment revenir de Mars? Est-ce qu'on peut vraiment aller vers les étoiles? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dehors? Il te regarderait avec ce sourire qui n'était pas de la condescendance mais de la joie pure, et il dirait « Je ne sais pas ». Et c'est exactement pour ça que c'est fascinant. Et puis il ajouterait, avec cette petite brillance dans les yeux qui lui était propre, mais je sais que la physique ne l'interdit pas. Et si la physique ne l'interdit pas, alors le seul obstacle, c'est nous. Et nous, on peut changer. Il y a eu des gens comme Feynman à travers l'histoire, des gens qui ont porté cette flamme de la curiosité dans les moments où il aurait été tellement plus facile de l'éteindre. Carl Sagan, qui regardait le cosmos et y voyait non pas l'humiliation de l'humanité, mais sa grandeur. Parce que nous sommes la façon dont l'univers se connaît lui-même. Marie Curie, qui a travaillé dans le froid, dans la pauvreté, avec des mains brûlées par la radioactivité, parce que comprendre était plus important que le confort. Vera Rubin, qui a découvert la matière noire et incartographiant des galaxies pendant des années, dans une époque où les femmes n'étaient pas censées être des astronomes, et qui a répondu à ceux qui doutaient d'elle, simplement en continuant à faire de la science. Et Feynman lui-même, qui a résolu le mystère de la catastrophe de Challenger en direct devant une commission d'enquête avec un verre d'eau glacée et un morceau de joint d'étanchéité démontrant que la physique la plus simple peut sauver des vies quand les puissants préfèrent regarder ailleurs. Ces gens extraordinaires et parfaitement humains, ils ont tous partagé une seule chose, pas le génie, pas le diplôme, pas l'accès à des ressources extraordinaires, la curiosité. La volonté de poser la question, la volonté de rester inconfortable face à l'inconnu plutôt que de se replier dans une certitude fausse mais rassurante. Et tu sais ce qui est magnifique, tu sais ce qui aurait fait sourire Feynman jusqu'aux oreilles. Cette curiosité-là, elle n'est pas réservée à une élite, elle est en toi. Elle est dans chaque être humain qui a levé les yeux vers le ciel un soir d'été et ressenti ce vertige doux et effrayant que nous décrivions au début. C'est pourquoi Feynman enseignait à des étudiants de première année avec la même intensité qu'à des doctorants. C'est pourquoi il donnait des conférences publiques, écrivait des livres accessibles, passait des heures à expliquer des concepts complexes avec des exemples simples, des métaphores quotidiennes, des analogies qui cueillaient. Parce qu'il savait, avec la certitude d'un physicien qui a compris les fondements de la réalité, que chaque esprit qui s'éveille à la curiosité cosmique est une petite victoire contre le silence définitif. Alors voilà ce qu'il faut que tu fasses avec tout ça. Pas grand-chose, juste une chose. Garde cette question ouverte, garde le vertige. La prochaine fois que tu regardes les ciels la nuit, rappelle-toi que chaque photon qui atteint ton œil a voyagé pendant des années, des siècles, des millénaires parfois, pour se terminer sur ta rétine à ces moments précis. Rappelle-toi que tu es fait des cendres et d'étoiles mortes il y a des milliards d'années, que le calcium de tes os et le fer de ton sang ont été forgés dans des supernovas avant que le Soleil existe. Tu es littéralement, chimiquement, physiquement une partie de l'univers qui s'observe lui-même. Et si tu gardes ça à l'esprit, si tu laisses cette idée habiter ton quotidien, si tu la transmets à tes enfants, si tu votes pour les gens qui comprennent que la science n'est pas un luxe, mais une infrastructure de survie, si tu t'intéressais, même modestement, même imparfaitement, aux questions que posent la physique et l'astronomie et la biologie, alors tu fais partie de la solution. Alors tu es de ceux qui rendent moins probable le grand filtre. Alors tu es de ceux qui permettront peut-être, dans quelques générations, que des êtres humains posent le pied sur le sol rouge de Mars, fabriquent leur carburant de retour depuis l'atmosphère martienne, remontent dans leurs vaisseaux protégés par des supraconducteurs et des parois d'eau et reviennent pour dire à leurs enfants
Nous avons vu l'autre côté. Nous avons regardé la Terre depuis là-bas, un point bleu pâle dans le noir. Et nous avons compris, enfin compris, viscéralement, à quel point elle est précieuse et à quel point il faut en prendre soin et à quel point il faut aller plus loin encore, parce que Mars ne sera pas la fin. Mars sera le début. Mars sera la première marche d'un escalier dont nous ne voyons pas encore le sommet. Un escalier qui monte vers les lunes de Jupiter, vers Titan avec ses lacs de méthane et son atmosphère épaisse et orange comme un coucher de soleil d'un autre monde vers la ceinture de Kuiper, vers l'espace interstellaire, vers Proxima Centauri et ses planètes dans la zone habitable, vers tout ce que nous ne savons même pas encore imaginer. Et à chaque marche de cet escalier, nous importerons avec nous ce que Feynman nous a laissé. Pas une formule, pas une équation. Bien que les équations soient belles et nécessaires, non. Quelque chose de plus simple et de plus précieux. L'habitude de poser la question. L'habitude de ne pas se contenter d'une réponse confortable quand une réponse vraie est accessible. L'habitude de regarder le cosmos non pas avec peur, mais avec l'émerveillement d'un enfant qui vient de réaliser que le monde est infiniment plus riche et plus mystérieux qu'il ne le croyait. Et tu sais ce qui arrive à cet enfant. Tu sais ce qui arrive quand on ne tue pas cet émerveillement, quand on le nourrit, quand on lui donne des outils, des connaissances, une communauté de gens qui cherchent ensemble. Cet enfant grandit et change le monde. Cet enfant grandit et peut-être, juste peut-être, sauve l'espèce. C'est tout ce que Feynman demandait. C'est tout ce que la physique exige. Regarde, cherche, questionne. Et surtout, ne cesse jamais d'être émerveillé par le fait que tu existes, que tu penses, que tu t'es posé ces questions dans cet univers obscène de grandeur et de beauté, sur ce minuscule rocher bleu qui tourne, autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie parmi 2000 milliards d'autres. Tu es là, tu es conscient, tu te demandes. C'est déjà le miracle le plus improbable que l'univers ait jamais produit. Et ce miracle mérite d'être protégé, agrandi, envoyé vers les étoiles. Chaque jour sans exception.